En 2022, nous avons lancé le A/B test le plus long et le plus ambitieux de notre histoire. Nous avons A/B testé notre équipe de vente. Pendant près de 4 mois, nous avons méthodiquement appelé la moitié de nos prospects et laissé l'autre moitié libre pour vérifier l'impact sur le closing de notre équipe de vente. Aujourd'hui, je vais vous parler de cet A/B test, mais surtout de notre parcours pour passer de Sales-led à Product-led et faire au passage de 1 million de revenus à 30 millions de revenus. Je m'appelle François et je suis cofondateur de Zephy. J'ai commencé Zephy en 2016 à Montréal, à un moment de ma vie où je cherchais à faire du bénévolat. Je sentais que je faisais partie des plus chanceux et en fait, je voulais avoir un impact, je voulais me rendre utile. Et là où je pensais que trouver une asso, en fait, c'était la partie facile, c'était tout un parcours. Les sites web n'étaient pas à jour, illisibles, fallait appeler, parfois même ça répondait pas, ou je laissais des messages vocaux dans le vide. Et en fait, c'était tout un parcours du combattant de faire du bénévolat. Moi, ce qui m'a frustré, c'est que booker un Airbnb, c'est 2 minutes. Un hôtel, c'est 2 minutes. Et pourtant, ça ne sert pas à grand-chose à la société. Faire du bénévolat, c'est hyper utile, mais c'était super compliqué. Et donc, on a lancé Zephy pour équiper les associations en bonne technologie. Zephy, c'est une plateforme de dons, de billetterie, de CRM pour associations. Pour ceux qui connaissent, c'est une sorte de Hello Asso, mais nord-américain. Et donc nord-américain, c'est peut-être un disclaimer un peu important. On est avec des utilisateurs 100% Canada et États-Unis, donc c'est à remettre dans ce contexte-là, même si notre équipe est principalement à Paris. Et donc, Product-led, Sales-led, de quoi on parle? Pour caricaturer, Sales-led, c'est des go-to-market, la vente qui est principalement faite par des démos. On a des vendeurs qui présentent le produit. Sur les sites web, le call to action, c'est book a démo. Et ça va être des produits complexes, traditionnellement des Salesforce, des Datadog et des produits gros. À côté de ça, Product-led, on pense à Linear, Notion, Conto, c'est des produits où l'utilisateur va explorer soi-même la solution. Et donc la go-to-market est faite par l'utilisateur, en fait, qui va juste explorer. Bon, juste bras levé, qui préfère essayer un produit plutôt que de parler avec un sales? Allez, j'en étais sûr. Bon, je triche parce qu'on est une audience de PM, tech, on déteste parler avec des gens. Mais il y a quand même un concept de fond, c'est que on est prêt beaucoup plus tôt à essayer un produit qu'à prendre une démo. Et donc, si le call to action, c'est faire une démo, en fait, il y a beaucoup plus de monde qui vont abandonner et aller explorer l'autre produit qui, lui, est self-serve. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, Salesforce, même Datadog et même SAP ont des parcours self-serve. C'est dire si c'est clé d'offrir la possibilité aux utilisateurs d'explorer. Et donc, nous, à Zephy, on était sales-led, on avait nos vendeurs. C'était pas full sales-led, donc les utilisateurs pouvaient quand même créer un compte eux-mêmes, mais on allait appeler systématiquement chaque prospect pour essayer d'augmenter le closing et les faire utiliser vraiment le produit. Et donc, on est en 2022, c'est les débuts de la compagnie. Il y a un tiers de la compagnie, 5 personnes sur 15, qui passent sa journée à appeler tous les nouveaux prospects. On est à 1 million de revenus, donc ces 5 personnes représentent quasiment la moitié de notre budget. Mais les choses vont plutôt bien puisque notre taux de closing, il est de 50%. Donc, ceux qui connaissent un peu, c'est parmi les meilleurs taux du marché. Ça close hyper bien dès qu'on arrive à connecter avec une asso. Mais donc, est-ce qu'il y a un problème? Le problème, c'est pour scaler, pour faire... on est encore petit, on veut grandir très vite, on veut faire 10 fois plus dans les années qui suivent. Faut recruter 45 sales. Moi, recruter, j'aime pas ça, ça coûte cher, forcément. C'est long, on se trompe souvent dans les recrutements. Et surtout, chaque personne qu'on ajoute, c'est des process de communication plus compliqués et une culture qui se dilue, en fait. C'est perdre ce qui fait que la compagnie est spéciale. Et donc, en d'autres termes, j'avais la flemme de recruter. Et cette flemme, ça m'a fait vraiment questionner, est-ce qu'on a besoin de ces sales?
Et donc, premièrement, j'ai fait ce que tout bon PM commence par faire. Je suis allé regarder si la data donnait immédiatement les réponses. Et premier indice, 20% des assos, elles faisaient le parcours en ghostant nos sales, elles ne répondaient pas, et elles closaient. Donc, plutôt cool. Ensuite, j'ai fait de la vente moi-même. Je suis allé passer la journée avec les sales. Donc, vous comprenez, j'aime pas trop téléphoner, mais je l'ai fait toute une journée. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait quand même beaucoup de support qui était fait par les sales. Donc, ils répondaient à des questions techniques, genre comment on fait un reçu d'impôt, comment on ajoute des administrateurs à mon compte. Et donc, la partie vente n'était pas énorme. Mais encore une fois, je suis allé demander au vendeur, il me disait, François, je comprends, tu fais bien de questionner, mais nous, notre taux de closing, il est génial. Et donc, on était un peu dans cette situation, on se disait, mais est-ce que ça close bien parce que nos sales, ils sont super utiles, ou juste, en fait, ils prennent le call avec les sales parce qu'ils sont déjà hyper chauds et en fait, ils sont prêts à utiliser le produit. Et donc, on a fait ce A/B test. Méthodiquement, on a été hyper strict, on a divisé en deux. 1 sur 2 était routé à des sales. On voulait qu'il n'y ait aucun biais, donc vraiment, peu importe l'heure de la journée, 1 sur 2. Et la moitié n'a pas été appelée. Et donc, roulement de tambour, bon, je pense que vous devez un peu voir où est-ce que vous vous devinez que je ne présenterai peut-être pas si la réponse c'était en fait, non, les sales étaient hyper utiles. Et donc, pas de différence significative. On voit les moyennes sont hyper proches et dans l'intervalle de confiance, les deux sont très proches. Et en fait, là, c'est le moment où on a arrêté la B-test parce que même si ça avait évolué avec un échantillon qui finit à 40% et l'autre à 30%, cette différence, elle ne justifie pas de dépenser la moitié du budget de la boîte pour augmenter ce taux de closing. En fait, l'équilibre économique n'y est juste pas. Et donc, quelques semaines après avoir appris ce A/B test, on a arrêté avec les ventes. Donc, ça a été une décision difficile de faire un plan de départ pour 3 personnes et d'en bouger 2 en Customer Success. On a énormément investi en support, puisque maintenant, il n'y avait plus de sales pour accompagner les users, donc il fallait une équipe de support super robuste. Et enfin, on a travaillé le funnel, puisque maintenant, c'était le produit qui devait vendre intégralement, et donc on a itéré notre funnel à l'aide de A/B test. Et je vais vous détailler ces étapes. Donc la première étape, le support. Le but, c'était pas de maintenant avoir une équipe de 40 personnes en support pour être, après avoir essayé de ne pas être trop nombreux en sales. Et donc, on a automatisé le support. Donc si on prend une utilisatrice qui pose une question, disons, la question de tout à l'heure, comment j'ajoute un administrateur dans Zephy, dans mon compte? La première partie intéressante, c'est qu'on ne l'envoie pas tout de suite à une IA. On voulait éviter le syndrome où tu vas parler au support, tu sais que ton problème est compliqué, et donc tu passes ton temps à dire parler à un humain, parler à un humain, parler à un humain. Et au bout d'un moment, ça marche. On s'est dit, en fait, on va nous-mêmes décider qu'est-ce qui va à un humain et qu'est-ce qui va à une IA. Et donc, si on prend la question simple, comment j'ajoute un administrateur? Question hyper simple, on l'envoie en bas au support IA. Et donc là, le support IA va dire bonjour, je comprends que vous voulez utiliser un administrateur. Voilà comment on fait, on clique et c'est fait. Et enfin, et c'est une partie qui est en fait hyper importante, on a mis une autre IA pour noter la qualité des réponses. Et en fait, dans ce cas-là de l'administrateur, la réponse est probablement très bonne, et donc il n'y a pas de boucle de rétroaction. Mais si on imagine que notre routing n'était pas assez performant, en fait, on va s'en rendre compte au moment du scoring que ça a été une discussion où il y a eu de la friction, la question n'a pas été très bien répondue, et en fait, on va soit adapter notre IA, soit adapter notre routing. Et donc, je trouve que c'est intéressant parce que moi, quand on a commencé ce projet-là, je me disais, bon, mettre du support IA, c'est mettre une IA qui répond. Mais en fait, la plupart du temps qu'on passe à faire de l'IA, c'est le routing et l'analyse de nos questions. Finalement, l'algorithme de réponse, il est fait surtout pas par nous, et on n'a pas grand-chose à y faire. Donc ça, c'est vraiment la partie support. Et après 2 ans, donc là, juste récemment, on a passé le cap des 70% déflectés, donc répondus par notre IA, tout en gardant les mêmes CSAT et la même qualité de réponse.
Ensuite de ça, on a attaqué le funnel. Et forcément, maintenant, on n'a plus de sales. Et donc, il fallait qu'on s'assure que le produit se vendait par lui-même. Et là, j'ai envie de vous parler des 2 A/B tests les plus marquants, parce que bon, forcément, travailler un funnel, vous le faites tous beaucoup. Mais il y en a 2 qui ont été particulièrement intéressants. Le premier, c'est la création d'une campagne de dons. Typiquement, c'est une des étapes importantes d'une association qui commence avec Zephy. Elle crée sa campagne, elle configure ses objectifs, etc. Et dans cet A/B test, on est passé de 4 étapes à 15 étapes, et c'est ça qui a eu un impact positif. Avant, on avait 4 étapes, mais assez longues, avec chaque fois 6-7 champs à répondre. Mais en fait, le problème de ces étapes, c'est pas tant que c'était long, mais c'est que c'était pas assez clair. Quand on analysait les tickets de l'équipe support, on voyait que souvent les questions c'était plutôt « Ah, mais telle feature, comment ça fonctionne exactement ? Le reçu d'impôt, à quoi il ressemble ?» etc. Et donc en fait, on a découpé l'étape en 15 étapes, une par fonctionnalité, vraiment. Mais à chaque fois, on montrait sur le côté quel allait vraiment être le changement dans le produit. Et d'ailleurs, on s'est beaucoup inspiré de Airbnb qui fait très très bien ce parcours, si ça vous intéresse. Et tout ça ensemble, on a fait plus 10% d'activation, alors qu'en fait, on a ajouté des étapes, ce qui paraissait complètement contre-intuitif pour faire un bon parcours. Ce que je trouve intéressant, c'est que ce 10%, c'est aussi à peu près l'écart vers lequel c'est sous l'écart vers lequel on allait converger avec une équipe de vente versus 100 vendeurs. Et donc en fait, c'est un gain qu'on n'aurait sûrement pas eu si on avait gardé des vendeurs, parce qu'on se serait appuyé sur eux pour closer. Mais en fait, on a eu au moins aussi bien en faisant le flow self-serve. Il y a eu des réussites, mais je pense que vous connaissez les A/B tests. Parfois, ça réussit, parfois, ça fail. Celui-là, il m'a fait très mal parce que je m'étais personnellement battu pour dire c'est sûr que ça va marcher. Ça nous arrive tous. Et en fait, le principe était simple, c'était de dire, donc ça, on parle d'une association qui va collecter des fonds. Et en fait, on leur demandait de connecter un compte en banque avant de lancer la campagne de dons. Moi, je disais, mais en fait, on n'a qu'à les laisser commencer, ils récupèrent l'argent sur Zephy, et on leur demandera un compte de banque à la fin, quand tu as vraiment besoin de récolter l'argent. Tout paraissait logique, on rajoute la friction plutôt à la fin, et on met la valeur plutôt au début. Mais moins 3% de closing après des mois d'A/B test, parce que les A/B tests d'activation, c'est très long. Et donc, ça a fait partie de nos ratés. Avec le recul, on a réalisé que un peu aha moment, le moment vraiment de valeur ajoutée pour les assos, c'était pas tant de recevoir l'argent sur leur compte Zephy, mais en fait de recevoir l'argent sur leur compte en banque. Et donc, bon, ça a été quand même un apprentissage intéressant, mais finalement, c'est qu'on avait mal jaugé qu'est-ce qui était vraiment le moment où la valeur du produit est arrivée pour les associations. Et donc ça, c'est l'automatisation. Donc si on récapitule, on a A/B testé l'équipe de vente, automatisé le support avec quasi 70% du support qui est fait par une IA, A/B testé notre funnel en long et en large, ce qui a d'ailleurs fini par plus 25% en tout de taux de closing entre après 2 ans versus avant 2 ans, donc plus 25% en relatif. Et l'impact a été assez phénoménal pour Zephy. 1 an plus tard, on était devenu profitable. Donc dès 2023, on était devenu profitable. Ce qui fait qu'on n'a plus besoin de lever de fonds à partir de ce moment-là. Lever des fonds, c'est un énorme défocus pour les fondateurs, pour l'équipe. C'est de la dilution, donc forcément, impact énorme pour la compagnie. 2 ans plus tard, on avait réussi à faire non seulement le x10 de tout à l'heure, mais même le x30. Donc aujourd'hui, on est 30 fois le niveau d'il y a 3 ans, mais en gardant une équipe super restreinte. On n'est que 40 parce qu'il n'y a pas de vente. Le Customer Success est automatisé. Et donc, au-delà même de la structure de coût, ça fait une équipe où les communications sont efficaces, la culture est forte, et en fait, les choses avancent vite. Et ça, je pense, c'est une valeur encore plus forte, presque, que le coût d'une grande équipe. Et enfin, on a renforcé la culture, puisque le fait de montrer qu'on n'allait pas faire les choses juste par habitude, donc garder des sales parce qu'on a l'habitude de faire de la vente,
on a renforcé cette culture de prendre des risques, de questionner le funnel et vraiment de challenger le statu quo et d'innover. Et donc, est-ce que c'est la fin, on a tout bien fait, on a été heureux avec plein d'utilisateurs et une équipe super restreinte? Je pense que c'est quand même important de partager qu'à court terme, forcément, mettre fin à une équipe de vente, c'est pas du tout anecdotique, et particulièrement quand on est 15. L'équipe de vente, elle savait qu'on faisait ce A/B test, forcément, c'est eux qui appelaient, ils étaient même on board pour vraiment comprendre leur impact, mais dans leur tête, ça ne voulait pas forcément dire qu'on allait arrêter les ventes. Ils se disaient, on appellera peut-être que les plus gros, ou on fera des démos, enfin, il y aura plein d'autres choses à faire. Et donc, en fait, ce qui nous a été reproché, c'est pas tant de faire ce A/B test, ni même la décision à la fin que tout le monde a compris, c'est plutôt de ne pas avoir été transparent sur les causes que ça aurait éventuellement. Et en fait, à 15, même si moi je trouve que je me bats vraiment pour pas dire qu'une entreprise c'est une famille, parce que il se passe des choses comme ça, mais qu'on le veuille ou non, à 15, on est un peu une famille. Et donc, le fait de travailler pendant plusieurs mois et années côte à côte pour se rendre compte qu'à la fin, la décision arrive brutalement, c'est vraiment difficile pour une équipe. Et donc nous, à court terme, ça a été vraiment une perte de confiance du leadership de ne pas avoir été assez transparent. Donc vraiment, à refaire différemment, on aurait dit, même si c'est une décision difficile, on aurait dit dès le début, potentiellement, la conséquence, ce sera d'arrêter les ventes, mais si c'est le cas, on vous accompagnera et on fera le meilleur pour la suite. Et donc, pour conclure vraiment sur tous mes learnings et l'apprentissage de ces 3 dernières années, de passer de sales à sales-led à product-led, pour moi, le premier, c'est vraiment d'aller creuser les problèmes à la racine. Forcément, en tant que cofondateur, c'est ma responsabilité, mais je pense que tout leader produit a cette responsabilité d'avoir le courage d'aller au fond des problèmes et de les questionner. Ensuite, voilà, je tape encore les sales, mais non. Ils étaient de très bonne foi, ils closaient bien, mais je pense que plus la décision est stratégique et transformationnelle pour une entreprise, et plus il faut s'appuyer sur la data. Et même si la data est compliquée, un A/B test qui dure 4 mois, c'est 4 mois bien investis parce que ça permet d'avancer après en confiance. Et personne n'a redit après, peut-être que des vendeurs nous aideraient. Ça met vraiment tout le monde d'accord. Et enfin, forcément, comme je vous l'ai dit, c'est super important pour moi d'être transparent sur les intentions. Les équipes comprennent l'impact business quand c'est expliqué, et donc je pense qu'il faut être transparent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, et je vous encourage, si vous avez des questions, à m'ajouter sur LinkedIn ou à me les poser après au déj. Et j'ai encore 8 minutes de marge, donc si quelqu'un veut poser une question assez fort parce qu'il n'y a pas de micro, j'ai le temps de prendre, je pense, 2 questions avant de vous laisser aller luncher. Oui. Ouais, pourquoi on a priorisé d'abord de faire ce... Parce que, comme tu dis, c'est 4 mois d'A/B testing. Est-ce qu'il y avait d'autres choses en parallèle? Vous vous êtes dit, on dépriorise ça et on se concentre vraiment sur ce sujet. Ouais, je pense qu'il nous a vraiment le fond qui nous a fait prioriser cet aspect-là, c'est le côté recrutement. Et en réalité, c'est pas tant qu'on s'est, on s'est pas posé tant en se disant, bon, il y a 45 personnes à recruter, c'est beaucoup, mais plutôt on sent déjà des pain points dans le sens où ils étaient à 5 et on voyait qu'il fallait en recruter 3 autres dans les 3 mois suivants. Et donc, en fait, déjà, on sentait ce pain point que on était limité dans notre croissance par notre vitesse de recrutement. Et donc, même si on n'était pas du tout 50, on voyait déjà que le bloqueur à la croissance, c'était ce recrutement de sales. Donc, c'est vraiment pour ça. Il y avait une question là-bas qui avait été... j'ai perdu. Ah pardon, je vous m'ai donné le micro. Ouais, votre micro. Je suis ici. Ah oui. Est-ce qu'il n'y avait pas un monde où, plutôt que de licencier ces commerciaux,
on pouvait les refocuser sur, ou les reconcentrer sur de l'expansion et de la rétention plutôt que de l'activation. Ouais, c'est totalement. Et en fait, Et les incentiver justement plus sur le closing, mais sur l'expansion des comptes clients. ouais, totalement. Et en fait, c'est avant tout une décision RH qui a été faite. Donc là, sur les 5, il y en a 2 qui ont été changés d'équipe. Et en fait, au stade de croissance où on était, si les 5, on avait vu un fit à les remettre dans l'équipe dans un autre rôle, on les aurait gardés. Mais on était quand même assez radical sur le fait de vraiment d'abord prioriser nos rôles et pas tant de créer des rôles qui soient des stretch. Et par exemple, le business development ou le outbound, on y croyait très peu parce que c'était pas notre typologie d'utilisateur. On était plutôt du medium size. Et donc en fait, on voulait pas presque défocus la boîte sur autre chose pour garder les personnes. Donc c'était avant tout une décision de focus, de se dire l'important pour la boîte, c'est ces fonctions-là. On essaie de garder ceux qui fit dans les fonctions les plus importantes, mais on préfère faire un bon plan de départ pour ceux qui ne fit pas vraiment que défocus un peu la compagnie. Une petite question. Oui ? Du coup, vous avez une équipe à Paris, vous recrutez ? Oui, tout à fait. On recrute principal PM, pas des sales. On recrute principal PM et product designer et lead dev. Et du coup, c'est légal C'est légal de licencier les personnes. Vous avez quel motif Alors Ouais, ça, c'est ils vrai sont à Paris, que Ils sont à Paris, ouais. les employés de l'équipe de vente étaient en effet au Canada. Et donc légalement, c'est très très libéral, donc c'est très facile. Mais pour le coup, l'équilibre est un peu différent dans le sens où tu as quand même la réputation de la compagnie, où tu ne veux pas être connu comme une boîte inhumaine. Et donc, légalement, tu peux payer juste 2 semaines de salaire. Mais dans les faits, tu fais quand même des packages pour garder la réputation de ta boîte et faire un départ humain à la fois pour que les gens dans ta boîte se disent je me fais pas virer avec 2 semaines de package du jour au lendemain. Ouais, voilà. Mais légalement, c'est assez facile. Ouais, merci pour votre présentation. J'ai cru reconnaître dans ce que vous avez présenté du Gemba dans votre démarche auprès des sales, donc vous asseoir avec les sales pour faire le métier, une volonté de limiter les gâchis. Du coup, ça parle un peu de lean pour moi en filigrane. Est-ce que c'est quelque chose qui a guidé votre démarche ou c'était pas du tout dans ce cadre-là que vous vous placiez? Alors, je pense assez honnêtement que j'avais pas la connaissance théorique exactement de la démarche, mais je pense que tout le fond de ça, c'est aussi une boîte qu'on a commencé, on est resté, les premières années, on était juste 2, 3 à vraiment essayer de faire marcher le modèle, et je pense qu'on a toujours eu cet idéal de garder les choses aussi efficaces que quand on est 3, et donc d'essayer à chaque fois de comprendre qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui est vraiment utile dans ce qu'on fait et de limiter le superflu. Mais j'avoue, la théorie, je ne sais pas exactement dans quel cadre ça se situe. Alors j'ai une question, c'est ici. Ah. Oui, bonjour, merci. Bonjour. Donc est-ce que la taille des associations qui font le panier moyen de vos clients influe sur le résultat de l'approche sans sales, ou est-ce que vous avez aussi des grandes associations? Parce que vous n'êtes pas en France, mais si vous étiez avec Médecins sans frontières ou autre, où il y a beaucoup plus de monde et des choix de décision plus compliqués, est-ce que ça aurait changé le résultat? C'est une hyper bonne question et j'ai beaucoup hésité à en parler dans la présentation parce que la réalité c'est que le A/B test en effet il est un peu plus compliqué que le taux de closing parce que si tu perds toutes les assos géantes au passage, tu peux perdre beaucoup. Et donc en fait à côté de ça, il y a eu aussi une démarche data d'aller regarder nos top 20% d'utilisateurs déjà, est-ce qu'ils sont très très gros? Et en fait, notre distribution n'était pas très... Enfin, on n'avait pas les cas où il y a 10 utilisateurs qui font vraiment 50% du revenu. On était plutôt vraiment concentré sur des organismes moyens. Et à côté de ça, en plus, on avait beaucoup de mal à identifier quels allaient être les gros comptes. Et donc, en fait, les sales, parfois, mettaient leurs efforts sur des petits comptes et des gros comptes closés tout seuls. Donc, en fait...
n'arrivait pas à dire les sales valent le coup sur les gros comptes, mais c'est vrai que je pense que la même expérience pour une autre entreprise, la conclusion, ça pourrait être, en fait, on va juste appeler les 20% les plus grands comptes. Allô? J'espère que tu vas bien. Je suis là. Allô, Made in Québec, parce que j'ai vécu au Québec aussi. Fait que ma question est simple. Tu disais tout à l'heure que ton A/B test allait durer 4 mois à peu près, c'est ça? Ouais. Ok. Concernant l'activation, combien de temps ça t'a duré? Les A/B tests d'activation après? Ouais. En fait, plus on a de la croissance et plus c'est court. Ce qui fait que maintenant, on a quasiment par mois 4000 nouveaux organismes qui s'activent avec Zephy. Et donc, on est capable de faire des A/B tests d'activation en parfois même 2 semaines quand l'écart est assez grand. Okay. Mais à l'époque où on était assez petit, chaque A/B test d'activation, c'était 4 mois, quoi. Ok. Et j'en profite aussi pour te poser la question. On s'amuse souvent à faire un comparatif entre le côté sales et le product-led. Ouais. Comme si parfois ça ne pouvait pas vraiment cohabiter, ou en tout cas qu'on était toujours obligé de les comparer. Donc moi je suis Product Growth Manager, c'est-à-dire que je suis PM avec un axe business. Donc je travaille vraiment main dans la main avec les sales et les consumers, les CSM en général. Ce que j'ai du mal du coup à interpréter, de pouvoir se passer de sales, parce que c'est mouvant, notamment sur le marché canadien, québécois, où le marché change beaucoup, notamment dans les 2 dernières années, il a vraiment beaucoup évolué, il commence à saturer. Donc forcément, ton A/B test, il va changer dans les années qui va évoluer. Est-ce que tu as l'ambition, avec cette vision maintenant product-led, d'avoir un autre A/B test, éventuellement de redispatcher un peu la vision sales à travers des autres équipes pour remesurer le marché et voir si ça peut évoluer à travers le temps? C'est une bonne question. Donc tu dis, en fait, peut-être que ce qui était vrai il y a 3 ans est plus vrai aujourd'hui, ça a pu changer. Moi, je pense que, en effet, ça pourrait être le cas, mais il y a aussi toujours un petit côté philosophique, enfin vision, de se dire aussi quelle compagnie on a envie de faire. Et donc je pense que tant qu'on arrive à faire de la forte croissance avec ce modèle-là, on va le garder. Par contre, c'est vrai que le moment peut-être où on arrive à saturation du marché, là on va questionner, on va peut-être aller up market, etc. Mais je pense que philosophiquement, on aime aussi avoir un modèle simple et unique parce que ça nous permet de nous focus. Je pense que c'est l'heure d'aller luncher. Merci beaucoup pour les questions.